Mon petit ami sortait secrètement avec ma meilleure amie. Je sortais secrètement avec son père. J'étais avec Thomas depuis 2 ans, et ma meilleure amie Chloé avait été célibataire tout ce temps, ou du moins c'est ce que je pensais. Chloé venait à la maison pour des soirées vins et se plaignait des applications de rencontres pendant que Thomas jouait aux jeux vidéo dans l'autre pièce. Elle me demandait des conseils sur les gars qui ne lui donnaient plus de nouvelles, et je la réconfortais en lui disant qu'elle trouverait quelqu'un d'extraordinaire. Elle était présente à chaque anniversaire, chaque dîner de fête, chaque célébration que nous avions en tant que couple. Thomas lui parlait à peine, agissant comme si elle n'était que mon amie agaçante qu'il devait tolérer. Avec du recul, cela aurait dû être le premier signe, car Thomas ne se taisait jamais devant personne d'autre. La découverte est arrivée par accident lorsque je suis rentré plus tôt d'un voyage professionnel. Mon vol a été avancé de 6 heures, mais je n'ai rien dit à Thomas car je voulais lui faire la surprise avec ses plats à emporter préférés. Je suis entré dans notre appartement et j'ai entendu des voix venant de la chambre. Pas seulement des voix, mais le rire spécifique que Chloé avait quand elle était nerveuse. Puis Thomas disant qu'elle était plus belle dans ma robe d'été que moi. Je suis resté dans le couloir à écouter ma meilleure amie depuis 10 ans et mon petit ami depuis 2 ans discuter du fait que j'étais trop ennuyeuse au lit et que c'était pour ça qu'ils avaient dû se trouver. Chloé a dit que je devenais soupçonneuse à propos de sa vie amoureuse, alors il devait être plus prudent. Thomas a dit que j'étais trop stupide pour le deviner. Et il faisait ça depuis 8 mois sans que je ne remarque rien. 8 mois où Chloé pleurait sur mon épaule parce qu'elle était célibataire tout en rentrant chez elle avec mon petit ami. 8 mois où Thomas prétendait travailler tard alors qu'il la retrouvait dans son appartement. 8 mois où ils étaient assis à ma table à manger la nourriture que j'avais cuisinée tout en se faisant du pied sous la table. Je suis parti sans les confronter et je suis allé chez ma sœur pour réfléchir. Elle voulait aller crever leurs pneus, mais j'avais une meilleure idée. Le père de Chloé, Marc, avait 51 ans et était divorcé depuis 3 ans après que sa mère s'était enfuie avec son coach sportif. Il était en fait séduisant pour un père, possédait une entreprise de BTP et se sentait seul depuis le divorce. Je l'avais rencontré plein de fois lors des événements familiaux de Chloé, et il disait toujours que j'étais la fille qu'il aurait aimé avoir. Parfait. J'ai commencé par croiser Marc au café près de son bureau. Coïncidence totale. Absolument pas planifiée. Après que Chloé ait mentionné sa routine, nous avons discuté de construction, et j'ai mentionné avoir besoin d'aide pour des rénovations d'appartements qui n'existaient pas. Marc a proposé de jeter un coup d'œil en tant que faveur pour la meilleure amie de sa fille. Il est venu quand Thomas était au travail, et je portais un legging en m'assurant de me pencher souvent tout en pointant des problèmes imaginaires. Marc a commencé à m'envoyer des SMS pour savoir si j'avais besoin d'autres réparations. J'avais toujours besoin de quelque chose. L'évier qui fonctionnait bien, la porte qui ne grinçait pas, le luminaire qui n'était pas cassé. Marc venait et je lui préparais le déjeuner pour le remercier. Des sandwichs frais, de la soupe maison, des cookies encore chauds sortis du four. Marc a mentionné qu'il n'avait pas mangé de cuisine maison depuis son divorce. J'ai dit que c'était agréable de cuisiner pour quelqu'un qu'il appréciait puisque Thomas ne remarquait jamais rien. Marc a commencé à rester plus longtemps, parlant de son entreprise, de son divorce, de la façon dont Chloé ne lui rendait plus jamais visite. La 3e semaine, j'ai suggéré que nous allions dîner après qu'il ait vérifié mon lave-vaisselle qui fonctionnait parfaitement. Nous sommes allés dans un bon bistrot et Marc a insisté pour payer puisque je lui avais offert le déjeuner pendant des semaines. Nous avons bu du vin et parlé jusqu'à la fermeture du restaurant. Marc m'a raccompagné à ma porte et a dit que j'étais spécial et que n'importe quel homme aurait de la chance de m'avoir. Je l'ai embrassé sur la joue et j'ai dit qu'il me faisait me sentir apprécié. La véritable relation a commencé la semaine suivante. Marc m'emmenait dans de bons restaurants les soirs où Thomas travaillait soi-disant tard, mais était en fait avec Chloé. Nous allions à des concerts, des musées et tous les endroits que Thomas trouvait ennuyeux. Marc m'achetait des fleurs chaque semaine et de petits cadeaux juste parce qu'il pensait à moi. Il me traitait comme si j'étais précieuse tandis que Thomas me traitait comme si j'étais pratique. Pendant ce temps, Thomas et Chloé devenaient plus négligents. Ils oubliaient leurs mensonges et mélangeaient les histoires. Thomas sentait le parfum de Chloé. Chloé mentionnait accidentellement des films qu'elle avait vus et qu'elle était supposée avoir regardés seule. Ils pensaient être si malins à se cacher, mais en réalité, ils étaient juste cruels. Après 2 mois avec Marc, j'ai invité tout le monde pour le dîner de Noël. Mes parents, les parents de Thomas, Chloé, et l'invité surprise, Marc. Quand Marc est entré, Chloé a laissé tomber son verre de vin. Elle a bafouillé, demandant pourquoi son père était là.
J'ai souri à tout le monde dans la pièce et j'ai pris la main de Marc. Marc est ici parce que je l'ai invité comme mon cavalier. Le visage de Chloé est devenu blanc comme si quelqu'un l'avait vidé de tout son sang. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Thomas avait l'air confus, ses sourcils froncés. Il a demandé pourquoi le père de Chloé serait mon cavalier. J'ai serré la main de Marc et j'ai souri encore plus grand. Marc a serré en retour, sa main chaude enveloppant la mienne. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai dit à tout le monde que Marc et moi sortions ensemble depuis 2 mois maintenant. Ma voix semblait calme et claire. Les jambes de Chloé ont lâché et elle s'est effondrée sur le canapé. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait rien tenir. Le vin de son verre brisé s'est étalé sur mon tapis en une tache rouge sombre. Ma mère a halté. Le père de Thomas s'est penché en avant sur sa chaise. Marc continuait de me tenir la main, ne comprenant toujours pas pourquoi tout le monde avait l'air si choqué. Le visage de Thomas a changé. J'ai vu cela se produire au ralenti, d'abord confus, puis réfléchissant, puis ses yeux se sont écarquillés. Il savait. Il savait que je savais. Sa bouche s'est ouverte et les mots ont commencé à sortir en cascade. Il a dit que ce n'était pas ce que je pensais. Il a dit qu'il pouvait expliquer. Il a dit que nous devrions parler en privé. Chloé fixait son père avec une horreur pure sur le visage. Ses yeux étaient énormes et remplis de larmes. Mes parents étaient assis figés sur le canapé. Les parents de Thomas se regardaient, puis regardaient leur fils, essayant de comprendre ce qui se passait. La dinde restait sur la table en train de refroidir. Personne ne bougeait pour manger. J'ai lâché la main de Marc et je me suis tenu plus droite. J'ai dit à tout le monde que Thomas et Chloé avaient une liaison depuis 8 mois. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai dit, j'ai des preuves. Je suis rentré plus tôt d'un voyage professionnel et j'ai entendu tout ce qu'il disait sur moi. Chloé a commencé à pleurer. De gros sanglots qui faisaient trembler tout son corps. Elle m'a supplié de ne pas faire ça. Elle a dit que nous pourrions en parler plus tard. Elle a dit, s'il te plaît, ne fais pas ça devant tout le monde, mais j'avais fini de protéger ses sentiments. J'avais fini d'être la stupide dont il se moquait. La main de Marc s'est raidie dans la mienne. Il s'est tourné pour me regarder. Son visage avait cette expression confuse et blessée, comme un chien qu'on vient de frapper. Il a demandé si c'était pour ça que je l'avais approché. Sa voix était calme. J'ai vu le moment exact où il a compris. Sa fille m'avait trahi et peut-être que je l'avais utilisée pour me venger d'elle. La mère de Thomas s'est levée rapidement. Sa chaise a raclé le sol. Elle a exigé de savoir si c'était vrai. Sa voix était tranchante et en colère. Thomas a commencé à parler vite, disant non. Disant que c'était un malentendu, disant que j'étais folle. Mais Chloé sanglotait trop fort pour soutenir ses mensonges. Son visage était enfoui dans ses mains et ses épaules tremblaient. La porte d'entrée s'est ouverte et ma sœur est entrée. Elle était en retard comme toujours. Elle a regardé autour de la pièce et je l'ai vue tout assimiler, Chloé pleurant sur le canapé, Thomas debout là avec l'air coupable, le visage blessé de Marc, les expressions choquées de mes parents. Elle a marché directement vers moi et s'est tenue à mes côtés. Elle a croisé les bras et a foudroyé Thomas du regard. Marc a retiré sa main de la mienne. La perte de sa chaleur a fait l'effet d'un coup de poing. Il s'est tourné pour faire face à Chloé. Il lui a demandé directement si elle couchait avec mon petit ami. Sa voix tremblait. Je n'avais jamais entendu Marc parler comme ça auparavant. Trahi, déçu, blessé. Chloé ne pouvait même pas le regarder. Elle gardait son visage enfoui dans ses mains. C'était une réponse suffisante. Tout le visage de Marc a semblé s'effondrer. Le solide chef d'entreprise de BTP qui se tenait toujours droit ressemblait à quelqu'un à qui on avait coupé le souffle. Il a fait un pas vers Chloé, puis s'est arrêté. Ses mains pendaient à ses côtés. J'ai recommencé à parler. J'ai raconté à tout le monde exactement ce que j'avais entendu ce jour-là. Comment Thomas avait dit que j'étais moins bien dans ma robe d'été que Chloé. Comment ils avaient parlé du fait que j'étais trop ennuyeuse au lit. Comment Chloé avait dit que je devenais soupçonneuse et qu'il devait être plus prudent. Comment Thomas m'avait traité de trop stupide pour le deviner. Le visage de mon père est devenu rouge. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Les parents de Thomas se sont tournés pour regarder leur fils avec de la fureur dans les yeux. Le père de Thomas s'est levé et a pointé Thomas du doigt. Il lui a dit que c'était inacceptable.
La mère de Thomas avait l'air de vouloir le gifler. Thomas a essayé de se défendre. Il a dit que j'étais ennuyeuse. Il a dit que j'étais distante. Il a dit que je ne faisais pas attention à lui. Il a dit que c'était pour ça qu'il avait dû trouver quelqu'un d'autre. Ma sœur l'a coupé avant qu'il ne puisse en dire plus. Elle a demandé si le fait de s'ennuyer lui donnait le droit de me mentir en face pendant 8 mois. Sa voix était forte et en colère. Elle a demandé si s'ennuyer signifiait qu'il pouvait se moquer de moi avec ma meilleure amie. Marc s'est levé soudainement. Le mouvement était si rapide que tout le monde l'a regardé. Il a marché vers la cuisine. Je pouvais l'entendre respirer fort comme s'il n'arrivait pas à avoir assez d'air. Chloé a sauté du canapé et a suivi son père. Elle pleurait toujours. Elle continuait de dire « Papa, papa, s'il te plaît ». Marc se tenait près de l'évier, tournant le dos à tout le monde. Ses épaules étaient tendues. Chloé a tendu la main vers lui, mais il s'est écarté. Elle a commencé à essayer d'expliquer. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu que ça arrive. Elle a dit qu'elle était tombée amoureuse. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu blesser personne. Marc s'est retourné et a regardé sa fille. Il lui a dit qu'il avait honte d'elle. Sa voix s'est brisée sur le mot honte. Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle trahirait quelqu'un qu'il aimait comme sa famille. Il a dit que je n'avais été que bonne envers elle pendant 10 ans. La douleur dans sa voix m'a tordu l'estomac. J'ai réalisé à ce moment précis que je l'avais profondément blessé en l'utilisant de cette façon. C'était un homme bon qui ne méritait pas d'être un outil dans mon plan de vengeance. La mère de Thomas s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. Elle a pointé Thomas du doigt et sa voix est sortie tranchante. Elle lui a dit de faire ses valises et de sortir de cet appartement. Elle a dit qu'il ne l'avait pas élevé pour être aussi cruel. Le père de Thomas a hoché la tête et a dit que ce comportement était inacceptable. Thomas a regardé sa mère avec des yeux écarquillés. Il a commencé à dire quelque chose, mais elle l'a coupé. Elle a dit qu'elle était honteuse et déçue. Thomas s'est tourné pour regarder Chloé sur le canapé. Chloé avait le visage dans les mains et ne regardait personne. Elle pleurait toujours. Thomas a fait un pas vers elle, mais elle n'a pas bougé. Il a appelé son nom, mais elle n'a pas répondu. Marc était toujours dans la cuisine, et je pouvais l'entendre respirer fort. Le père de Thomas s'est approché et a attrapé le bras de son fils. Il lui a dit d'aller faire un sac tout de suite. Thomas a dégagé son bras et a dit « On devrait tous se calmer ». Mon père s'est levé et a dit à Thomas de faire ce que ses parents disaient. La pièce semblait trop petite avec tout le monde debout. Ma mère est venue et a mis ses bras autour de moi. Elle m'a serré fort et a dit qu'elle était fière de moi. Elle a dit que j'étais courageuse de me défendre. Ces mots auraient dû me faire du bien, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais vide à l'intérieur, comme si j'avais gagné quelque chose, mais perdu plus encore. Ma sœur se tenait à côté de moi, les bras croisés. Elle a foudroyé Thomas du regard tout le temps. Marc est revenu de la cuisine. Son visage semblait différent, plus vieux, comme fatigué. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi et m'a juste regardé. Ses yeux avaient cette blessure qui me serrait la poitrine. Il m'a demandé doucement si un moment de notre temps ensemble avait été réel. Sa voix s'est brisée sur le mot réel. Tout le monde dans la pièce est devenu silencieux. Même Chloé a arrêté de pleurer une seconde. J'ai essayé de trouver les bons mots. Je lui ai dit que ça avait commencé comme une vengeance. J'ai admis cela, mais j'ai dit que c'était devenu réel. J'ai dit que mes sentiments pour lui étaient sincères maintenant. J'ai dit que je tenais à lui. Marc a secoué la tête lentement. Il a regardé le sol. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il a dit qu'il avait besoin de savoir s'il pouvait faire confiance à quoi que ce soit entre nous. Il s'est tourné et a marché vers la porte. Chloé a sauté du canapé. Elle l'a appelé. Elle a dit « Papa, s'il te plaît, attends ». Mais Marc ne s'est pas arrêté. Il ne l'a même pas regardé. Il a juste ouvert la porte et est parti. Le bruit de la fermeture semblait définitif. Chloé est restée là à fixer la porte fermée. Puis elle s'est retournée et m'a regardé. Son visage est passé de triste à en colère en quelques secondes. Elle a crié que j'avais détruit sa relation avec son père. Sa voix était forte et à vif. Elle a dit que je n'avais aucun droit de l'utiliser comme ça. Quelque chose de brûlant s'est enflammé dans ma poitrine. J'ai hurlé en retour qu'elle avait détruit notre amitié de 10 ans.
J'ai dit qu'elle avait couché avec mon petit ami et ri de ma stupidité. J'ai dit qu'elle s'était assise à ma table et avait mangé ma nourriture tout en me mentant en face. La bouche de Chloé s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Ma sœur s'est rapprochée de moi. Thomas a fait un pas vers nous. Il a dit que nous devrions parler en privé. Il a dit que nous pourrions arranger ça. Ma sœur a bougé vite. Elle s'est mise entre Thomas et moi. Elle lui a dit de sortir. Elle a dit qu'il devait quitter mon appartement tout de suite. La mère de Thomas a attrapé son autre bras. Elle lui a dit d'aller faire ses affaires. Elle a dit qu'il pouvait rester chez eux ce soir. Le père de Thomas est allé avec eux dans la chambre. Je pouvais entendre des tiroirs s'ouvrir, des choses être jetées dans un sac. La mère de Thomas m'a regardé. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que son fils était capable de ça. Elle avait l'air sur le point de pleurer. Ma mère gardait son bras autour de moi. Chloé se tenait au milieu de la pièce. Elle avait l'air perdue, comme si elle ne savait pas quoi faire. Thomas est revenu avec un sac de sport. Son père avait un autre sac. Thomas a essayé de croiser mon regard, mais j'ai détourné les yeux. Ses parents l'ont poussé vers la porte. Il a dit mon nom une fois, doucement, mais je n'ai pas répondu. La porte s'est fermée derrière eux. Chloé m'a regardé une dernière fois. Son visage était rouge et mouillé. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Puis elle a juste secoué la tête et est partie aussi. L'appartement est devenu silencieux, juste moi, mes parents et ma sœur. Mes jambes semblaient faibles. Je me suis assise sur le canapé où Chloé était assise. La tache de vin sur le tapis paraissait sombre. Ma mère s'est assise à côté de moi. Mon père se tenait près de la cuisine. Ma sœur a verrouillé la porte. Puis tout m'a frappé d'un coup. La vengeance ne faisait pas du bien. Elle semblait creuse. J'ai commencé à pleurer. Pas de jolis pleurs. Des sanglots qui secouaient tout mon corps. Ma sœur s'est assise de l'autre côté. Elle a mis son bras autour de moi. Je leur ai dit que je tenais à Marc. J'ai dit que je tenais sincèrement à lui. J'ai dit que je détestais lui avoir fait du mal. Ma mère m'a frotté le dos. Ma sœur m'a tenu plus fort. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. La nourriture de Noël est restée sur le comptoir à refroidir. Personne n'avait rien mangé. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon lit. Mon téléphone était sur la table de nuit. Je l'ai pris. 17 appels manqués de Chloé. Je les ai fait défiler. Elle avait appelé encore et encore, commençant à minuit, puis à 2 heures du matin, puis à 4 heures. Il y avait un SMS de Marc. Il disait juste que nous devrions parler quand je serais prête. Mon estomac s'est noué en le lisant. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la cuisine. L'appartement sentait encore la dinde et la farce. Toute la nourriture était encore sortie. Personne ne l'avait rangée. Je me sentais malade en la regardant. Le dîner qui n'avait jamais eu lieu. J'ai commencé à mettre des boîtes dans le frigo. Mes mains tremblaient. 3 jours ont passé. Chloé continuait d'appeler. Je ne répondais pas. Ma sœur est venue et m'a aidé à nettoyer. Elle a demandé si j'avais eu des nouvelles de Marc. Je lui ai montré le SMS. Elle a dit que je devrais le rencontrer. Elle a dit que je lui devais ça. Mon téléphone a sonné pendant que nous parlions. Nom différent, Ariel du travail. J'ai répondu. Ariel a demandé si j'allais bien. Elle a dit qu'elle avait entendu ce qui s'était passé. Je lui ai demandé comment elle savait. Elle a dit que c'était partout dans notre groupe d'amis. Quelqu'un l'avait dit à quelqu'un qui l'avait dit à quelqu'un d'autre. J'ai réalisé que Chloé ou Thomas devaient raconter aux gens, probablement leur version, me faisant passer pour la méchante. Ariel a dit qu'elle voulait juste prendre de mes nouvelles. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai répondu au SMS de Marc. J'ai dit que j'étais prête à parler s'il l'était. Il a répondu rapidement. Il a suggéré un café. Nous avons choisi un endroit à mi-chemin entre nous deux. Je suis arrivé en avance, je me suis assise à une table dans un coin, j'ai surveillé la porte. Marc est entré exactement à l'heure. Il avait mauvaise mine. Il avait des cernes sombres sous les yeux. Ses cheveux n'étaient pas bien peignés. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis Noël.
Il s'est assis en face de moi. Nous avons commandé du café. Aucun de nous ne l'a bu. Marc a dit que Chloé l'appelait constamment. Il a dit qu'elle continuait d'essayer d'expliquer, d'essayer de s'excuser. Il a dit qu'il ne pouvait même pas la regarder pour le moment. Sa voix était plate, vide. Je ne savais pas quoi dire. Marc s'est penché en avant. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a demandé directement pourquoi je l'avais choisi pour ma vengeance. La question flottait dans l'air. J'aurais pu mentir, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit que j'avais orchestré notre première rencontre. J'ai dit que les réparations de l'appartement étaient fausses. J'ai dit que je portais un legging exprès. J'ai dit que je lui faisais à déjeuner pour le faire revenir. Marc écoutait. Sa mâchoire s'est serrée. Ses mains ont agrippé sa tasse de café. Je l'ai regardé tout assimilé. Chaque dîner, chaque concert, chaque fois que je l'embrassais. Il voyait tout à travers de nouveaux yeux. Voyant la manipulation, le calcul, la vengeance. J'ai dit que je n'avais pas l'intention de le blesser au départ. J'ai dit que la première rencontre était planifiée et les réparations fausses. Mais quelque part entre sa 3e visite et notre 10e dîner, j'ai arrêté de penser à la vengeance. J'ai arrêté de compter combien de fois je le faisais rire ou combien d'histoires il me racontait sur son entreprise. Marc fixait sa tasse de café. Il a demandé quand j'avais su que ça avait changé. Je lui ai dit que c'était le concert, celui où il chantait faux sur chaque chanson et se fichait de qui l'entendait. Il avait l'air heureux, libre. J'ai réalisé que je voulais continuer à voir ce regard sur son visage. La bouche de Marc s'est serrée. Il a dit que Chloé s'était présentée chez lui 2 soirs après Noël. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Elle continuait de dire qu'elle était tombée amoureuse de Thomas et ne voulait blesser personne. Marc m'a dit qu'il était resté assis là à écouter sa fille trouver des excuses et s'était senti malade. Il a dit qu'aimer quelqu'un ne rend pas la cruauté acceptable. Il a dit que trahir sa meilleure amie pendant 8 mois tout en pleurant sur son épaule n'est pas de l'amour. Chloé a essayé d'expliquer qu'elle et Thomas s'étaient connectés, qu'ils se comprenaient. Marc a dit qu'il lui avait dit qu'elle devait prendre la responsabilité d'avoir choisi de me faire du mal chaque jour pendant 8 mois. Chloé a quitté sa maison et ne l'a pas appelé depuis. J'ai demandé à Marc s'il y avait une chance pour nous. Un moyen de recommencer sans toute la vengeance et les mensonges qui planaient au-dessus de tout. Marc m'a regardé longuement. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit que chaque fois qu'il pensait à nous maintenant, il se demandait ce qui était réel et ce qui était de la stratégie. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour savoir s'il pouvait me faire confiance. Ma poitrine s'est serrée en entendant ça. J'ai réalisé que je pourrais le perdre à cause de la façon dont tout cela avait commencé. J'ai quitté le café en me sentant plus mal que lorsque je suis arrivé. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. La voix a dit qu'il s'appelait Lucas, le meilleur ami de Thomas. Je me souvenais de lui de quelques fêtes. Lucas a dit qu'il avait besoin de me parler. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de la liaison. Toutes ces fois où il avait couvert Thomas, disant qu'il travaillait tard ou aidait Lucas à déplacer des meubles, c'était des mensonges. Lucas a dit que Thomas lui avait tout raconté après Noël. Il a dit que Thomas restait temporairement dans son appartement et était un vrai désastre. Il buvait trop, ne se douchait pas, était obsédé par ce qui s'était passé. Lucas a dit qu'il se sentait terrible d'avoir aidé Thomas à tromper sans le savoir. J'ai dit à Lucas que ce n'était pas sa faute. Lucas a dit que Thomas continuait de parler de sa stupidité, de la façon dont il avait gâché 2 ans pour quelqu'un qui ne tenait même pas vraiment à lui. Je n'avais pas pitié de Thomas. J'ai raccroché et vérifié mes emails. Nouveau message de Chloé. De longs paragraphes. J'ai commencé à lire. Elle écrivait sur la façon dont la liaison avait commencé. Comment elle et Thomas étaient tous les deux à ma fête d'anniversaire l'année dernière. Comment ils avaient fini par parler dans la cuisine pendant que j'ouvrais les cadeaux. Comment Thomas avait dit qu'il se sentait peu apprécié. Comment Chloé avait dit qu'elle se sentait invisible. Comment ils avaient continué à s'envoyer des SMS après cette nuit-là. J'ai supprimé l'email avant de finir. Ces excuses ne changeaient rien. 8 mois de mensonges. 8 mois à rire de moi. 8 mois assise sur mon canapé à faire semblant d'être mon ami. Ma sœur est venue ce week-end-là pour m'aider à emballer les affaires de Thomas. Ses vêtements pendaient encore dans le placard.
Sa brosse à dents était près de l'évier. Ses livres remplissaient la moitié de l'étagère. Nous avons commencé à tout sortir. Ma sœur a trouvé une boîte à chaussures au fond de son tiroir. À l'intérieur se trouvaient des reçus d'hôtel, des douzaines, différents hôtels, différentes dates, tous des 8 derniers mois. Ma sœur a continué à fouiller. Elle a trouvé un téléphone que je n'avais jamais vu auparavant. Un téléphone prépayé bon marché. Elle l'a allumé. Des messages entre Thomas et Chloé. Des centaines. Planifiant quand se rencontrer. Parlant de la façon d'éviter de se faire prendre. Se moquant des choses que je disais. Ma sœur m'a regardé. Elle a dit que la preuve de l'élaboration de leurs mensonges devrait me faire me sentir moins coupable pour Marc. Elle avait raison. Ils ne m'avaient pas simplement trahi. Ils avaient construit une vie secrète entière. Mon téléphone a vibré plus tard cette nuit-là. SMS de Marc. Il a dit qu'il avait pensé à nous constamment. Il a dit qu'il voulait essayer d'avoir une conversation honnête sans que Noël ne plane au-dessus de nous. Il a suggéré de nous rencontrer dans un parc, terrain neutre, quelque part où nous pourrions marcher et parler. J'ai accepté. Nous avons choisi une heure pour le lendemain. Je suis arrivé au parc en avance, j'ai marché autour de l'étang, regardé les canards nager. Marc est arrivé exactement à l'heure. Nous avons commencé à marcher. Aucun de nous ne parlait au début. Finalement, Marc a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à moi. Il a dit que nos conversations lui manquaient, qu'entendre parler de ma journée lui manquait, que me faire rire lui manquait. Je lui ai dit qu'être avec lui me faisait me sentir valorisé, me faisait sentir que quelqu'un me voyait vraiment. Thomas ne demandait jamais rien sur mon travail, ne se souvenait jamais de mes plats préférés, ne se souciait jamais de savoir si j'étais heureuse. Marc faisait toutes ces choses sans que je le demande. Marc s'est arrêté de marcher. Il a dit, ces sentiments semblent réels. J'ai dit, ils sont réels. J'ai dit, peut-être qu'ils ont commencé faux, mais ils sont devenus réels quelque part en chemin. Marc a recommencé à marcher. Il a dit que Chloé l'avait appelé hier. Elle a dit que j'étais manipulatrice. A dit que j'avais séduit son père juste pour me venger. A dit que j'étais une personne terrible. Marc a dit qu'il voulait entendre ma version. Il voulait savoir qui j'étais vraiment. J'ai pris une respiration. Je lui ai parlé de la femme que j'étais avant d'entendre Thomas et Chloé dans ma chambre. Je lui ai dit que j'étais le genre de personne qui faisait de la soupe maison pour les amis malades, qui se souvenait des anniversaires, qui croyait les gens quand ils disaient qu'ils m'aimaient. Puis je lui ai parlé de la femme que je suis devenue après. Celle qui voulait blesser les gens qui l'avaient blessé. Celle qui a utilisé sa solitude contre lui. Celle qui s'est penchée en legging exprès. J'ai dit que les deux versions étaient moi. Marc a écouté. Il a dit que son divorce l'avait laissé avec un sentiment d'inutilité. Sa femme l'avait quitté pour quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus excitant. Il a dit que lorsque j'ai montré de l'intérêt, il a eu l'impression que peut-être il n'était pas aussi brisé qu'il le pensait. Il a dit que mon attention signifiait tout pour lui. J'ai réalisé que nous étions tous les deux des personnes blessées qui s'étaient trouvées. Tous les deux vulnérables, tous les deux cherchant quelque chose pour faire cesser la douleur. Nous avons continué à marcher, continué à parler. 3 heures ont passé. Le soleil a commencé à se coucher. Marc a dit que la situation était compliquée, mais peut-être que compliqué ne signifiait pas impossible. J'ai dit que je voulais essayer, vraiment essayer. Pas de vengeance ou de stratégie, juste deux personnes voyant si quelque chose de réel pouvait naître de débuts désordonnés. Marc a dit qu'il voulait ça aussi, mais il avait besoin d'aller doucement. Besoin de reconstruire la confiance. J'ai dit que doucement me convenait. Doucement était mieux que rien. Nous sommes retournés à son 4x4 en silence. Marc a ouvert ma porte, m'a aidé à monter, m'a conduite chez moi sans la radio. À la porte de mon appartement, il s'est tourné pour me faire face. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, de temps pour savoir si ce que nous avions était réel ou juste une vengeance enveloppée dans de jolis rendez-vous. J'ai hoché la tête. Ma gorge était serrée. Marc a touché ma joue une fois, puis il est parti. Je suis entré, je me suis assise sur le canapé où Thomas avait l'habitude de jouer aux jeux vidéo. L'appartement semblait différent maintenant, vide d'une nouvelle manière. Pas juste parce que Thomas était parti, mais parce que je pourrais perdre Marc aussi. Mon téléphone a vibré. SMS de ma sœur demandant comment ça s'était passé. Je lui ai dit que Marc voulait de l'espace.
Elle a dit que c'était probablement intelligent, même si ça craignait. J'étais d'accord. Les 3 jours suivants ont passé lentement. Le travail semblait étrange. Les tâches normales semblaient inutiles. Je continuais de vérifier mon téléphone. Pas de message de Marc. Plein de numéros bloqués qui étaient probablement Thomas. Je les ai supprimés sans regarder. Vendredi soir, quelqu'un a frappé à ma porte. Fort, à plusieurs reprises. J'ai regardé par le Judas. Thomas se tenait là, vacillant. Sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre. Il a frappé à nouveau. J'ai ouvert la porte avec la chaîne toujours mise. Il empestait le whisky. Ses yeux étaient rouges. Il a commencé à parler vite, disant qu'il avait fait une erreur. Une énorme erreur. Il m'aimait. M'avait toujours aimé. Chloé ne signifiait rien, juste une aventure stupide. Il voulait rentrer à la maison, voulait tout arranger. Je l'ai fixé. Cet homme avec qui j'avais passé 2 ans, qui m'avait traité d'ennuyeuse et de stupide devant ma meilleure amie, qui avait passé 8 mois à me mentir en face. Il a tendu la main vers la porte, essayé de la pousser. La chaîne a tenu. Je lui ai dit non. Il a dit s'il te plaît. A dit qu'il avait tout perdu, perdu son travail, perdu son appartement, n'avait nulle part où aller. J'ai dit que ce n'était pas mon problème. Il a dit que j'étais cruel. J'ai ri. Vraiment ri. Je lui ai dit que la cruauté, c'était de se moquer de moi dans ma propre chambre. La cruauté, c'était 8 mois de mensonges. La cruauté, c'était me faire cuisiner le dîner pendant qu'il faisait du pied à Chloé sous ma table. Thomas a commencé à pleurer. De vraies larmes coulant sur son visage. Il a dit qu'il était désolé. Tellement désolé. Il avait fait une terrible erreur. J'ai dit que son erreur avait duré 8 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Il a continué à supplier, de plus en plus fort. J'ai sorti mon téléphone, appelé Lucas. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai dit de venir chercher Thomas. Il était ivre à ma porte. Lucas a dit qu'il serait là tout de suite. 10 minutes maximum. Thomas m'a entendu. A commencé à crier qu'il n'avait pas besoin de Lucas, n'avait besoin de personne, avait juste besoin que je lui pardonne. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. Thomas a continué à frapper, a continué à parler à travers la porte, disant qu'il avait changé. Il était différent maintenant. Il comprenait ce qu'il avait perdu. Je me suis assise sur le canapé, je l'ai écouté divaguer. 15 minutes plus tard, Lucas a frappé. Frappe différente, plus calme. J'ai ouvert la porte. Lucas se tenait là, l'air embarrassé. Thomas était affalé contre le mur. Lucas a attrapé le bras de Thomas, l'a relevé. Thomas a essayé de le repousser. Lucas a tenu bon. Il m'a regardé, a dit qu'il était désolé encore une fois. Il ne savait pas pour la liaison avant Noël. Ne savait pas que Thomas mentait sur le travail. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Lucas a hoché la tête. Puis il a dit autre chose. A dit que Thomas avait perdu son travail il y a 3 semaines. S'était porté malade trop de fois. Toujours les jours où il rencontrait Chloé. L'entreprise l'avait viré pour absence excessive. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Bien. Il y avait des conséquences, de vraies conséquences. Lucas a traîné Thomas vers les escaliers. Thomas m'a regardé en arrière. Son visage était un désastre. Larmes et morve. Il a dit qu'il m'aimait. J'ai fermé la porte. Le lendemain matin, ma mère a appelé, a demandé si je voulais venir dîner, juste la famille. J'ai dit oui. Je suis arrivé à 18h. Mon père m'a serré dans ses bras à la porte. Maman avait fait du rôti de bœuf, mon préféré. Nous nous sommes assis à table, avons fait la conversation sur le travail, sur le nouveau job de ma sœur, sur le chien agaçant de leur voisin. Puis maman a demandé des nouvelles de Marc. Sa voix était douce, prudente. Elle a dit qu'ils étaient inquiets. Inquiets que je sois blessé à nouveau. J'ai posé ma fourchette, leur ai dit que Marc était un homme bon. Un homme vraiment bon. Il s'était retrouvé pris dans mon plan de vengeance. Il ne méritait pas ça. J'essayais de lui donner de l'espace. Le laisser décider ce qu'il voulait.
Papa a demandé si je voulais que Marc me choisisse. J'ai dit oui, plus que je ne m'y attendais. Maman a tendu la main à travers la table, a serré la mienne, a dit, parfois, les bonnes choses naissent de situations désordonnées. Parfois, nous devons traverser le désordre pour trouver ce qui est réel. J'ai hoché la tête. Papa a dit que Marc semblait être un type bien à Noël. Avant que tout n'explose, a dit qu'il avait vu comment Marc me regardait, comme si je comptais. J'ai senti les larmes monter, je les ai refoulées. Maman a dit qu'il soutiendrait quoi que je décide. Quoi qu'il arrive avec Marc, il voulait juste que je sois heureuse. Vraiment heureuse. Pas à me contenter de quelqu'un qui me traitait comme si j'étais pratique. Nous avons fini le dîner. J'ai aidé à faire la vaisselle. Je suis rentré chez moi en me sentant plus légère, moins seule. Lundi matin, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux. De quelqu'un nommé Jérôme, l'oncle de Chloé. Je me souvenais de lui des événements familiaux. Un grand type. Racontait toujours de mauvaises blagues. Le message disait qu'il avait entendu ce qui s'était passé. Voulait que je sache que le comportement de Chloé ne représentait pas leur famille. Il l'avait élevé mieux que ça. Il a dit que Marc était dévasté, luttait vraiment. Mais Chloé commençait à comprendre ce qu'elle avait fait. Commençait à voir le poids de la chose. J'ai fixé le message. Je ne savais pas quoi répondre. Jérôme a ajouté qu'il m'avait toujours bien aimé. Pensait que j'étais bonne pour Chloé. Que je la gardais les pieds sur terre. Il était désolé qu'elle ait gâché ça. J'ai tapé un simple merci. Je l'ai envoyé. J'ai rangé mon téléphone. J'ai replié la lettre dans son enveloppe. Je l'ai mise dans le tiroir de ma table de nuit sous de vieux reçus et un chargeur de téléphone aléatoire. Ne pas la jeter semblait important d'une certaine manière, comme garder une preuve qu'elle essayait au moins d'assumer ce qu'elle avait fait. Ma sœur est venue ce soir-là avec des plats chinois à emporter. Nous avons mangé sur le canapé pendant qu'une émission de télé-réalité passait en arrière-plan. Elle a demandé si j'avais eu des nouvelles de Chloé. Je lui ai parlé de la lettre. Elle a posé ses baguettes, a demandé si j'allais répondre. J'ai dit non. Elle a hoché la tête. A dit que je ne devais rien à Chloé. Pas de pardon, pas de reconnaissance, pas même une réponse. Elle a dit que certaines personnes pensent que le pardon est requis pour avancer, mais ce sont des conneries. Parfois, la chose la plus saine est de laisser les gens vivre avec ce qu'ils ont fait. J'ai demandé si cela faisait de moi une mauvaise personne. Elle m'a regardé comme si j'étais folle. A dit absolument pas. A dit que Chloé avait trahi 10 ans d'amitié et ri de ma stupidité. A dit que cela méritait des conséquences, de vraies conséquences, pas juste une lettre gentille où elle se sent mieux à propos d'elle-même. Nous avons fini de manger. Elle est restée jusqu'à minuit à parler de rien d'important. Son nouveau travail, nos parents, le voisin qui met la musique trop fort, des trucs normaux. Cela faisait du bien, comme si je pouvais être une personne normale à nouveau au lieu de quelqu'un pensant constamment à la trahison et à la vengeance. 3 jours plus tard, Marc a envoyé un SMS, a demandé si nous pouvions nous voir pour un café. J'ai fixé le message pendant 10 minutes avant de répondre. Nous nous sommes mis d'accord pour jeudi après-midi, le même café où nous nous étions croisés pour la première fois, ou là où j'avais mis en scène notre rencontre. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé mon habituel, je me suis assise à une table près de la fenêtre. Marc est entré exactement à l'heure. Il avait meilleure mine qu'au parc, moins fatigué. Ses épaules n'étaient pas aussi tendues. Il a pris son café et s'est assis en face de moi. Nous avons fait la conversation pendant 1 minute. Météo, circulation, rien de réel. Puis Marc a posé sa tasse. A dit qu'il avait passé du temps avec Chloé, essayant de traverser tout ça. Mon estomac s'est tordu, mais j'ai gardé un visage neutre. Il a dit qu'elle était sincèrement désolée. Lutter vraiment avec ce qu'elle avait fait. Je voulais dire qu'elle devrait lutter, qu'elle méritait chaque once de culpabilité, mais j'ai juste hoché la tête. Marc a continué, a dit qu'ils avaient eu des conversations difficiles, vraiment difficiles sur la liaison, sur moi, sur pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits. Il semblait plus vieux en parlant, fatigué d'une manière qui allait plus profond que le manque de sommeil. Marc a dit que Chloé avait admis quelque chose lors d'une de leurs discussions. A dit que la liaison la faisait se sentir puissante, désirée, comme si elle gagnait une compétition dont elle ne savait même pas qu'elle faisait partie. Elle n'avait jamais pensé aux vrais dégâts.
N'avait jamais considéré que j'étais une personne réelle avec des sentiments. Me voyait juste comme un obstacle entre elle et ce qu'elle voulait. La voix de Marc est devenue rauque en disant cela. Il a regardé par la fenêtre, a dit qu'il était déçu d'elle, plus que déçu. Il ne savait pas qu'il avait élevé quelqu'un capable de ce genre de cruauté. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas pour Chloé, pour Marc. Parce qu'il essayait si fort d'aimer sa fille tout en détestant ce qu'elle avait fait. Il a dit que leur relation ne serait plus jamais la même. Il lui pardonnerait finalement parce qu'elle était sa fille, mais la confiance avait disparu. Peut-être pour toujours. La proximité facile qu'ils avaient avant était morte. J'ai tendu la main à travers la table, touché sa main. Il m'a regardé. Ses yeux étaient humides. J'ai retiré ma main. Cela semblait trop intime pour ce que nous étions maintenant, quoi que ce soit. J'ai posé la question que j'évitais, demandé s'il avait décidé ce qu'il voulait nous concernant. Marc a pris une longue inspiration. A dit qu'il ne pensait à rien d'autre depuis des semaines. Il tenait à moi. Vraiment. Mais il craignait que nous soyons construits sur une fondation qui ne pouvait rien soutenir de réel. Vengeance et manipulation, mensonges et stratégie. Il ne savait pas si nous pourrions un jour nous faire confiance complètement. Ne savait pas si chaque moment ensemble serait entaché par la façon dont nous avions commencé. Je voulais argumenter pour dire que nous pourrions dépasser ça. Mais il avait raison. Je l'avais séduit exprès. Calculer chaque mouvement. Utiliser sa solitude contre lui. Cela ne disparaît pas juste parce que j'ai développé des sentiments plus tard. Marc a dit qu'il ne voulait pas me perdre complètement. Ne voulait pas jeter ce que nous avions construit même si la fondation était fissurée. Mais il avait besoin de temps. Besoin de savoir si nous pouvions être quelque chose de sain. J'ai hoché la tête. Ma gorge était serrée. Marc a suggéré que nous essayions d'être amis d'abord. Pas de romance, pas de pression, juste reconstruire la confiance lentement, apprendre à nous connaître sans tout le poids des secrets et de la vengeance. J'ai accepté. J'ai dit que si nous étions faits pour être ensemble, nous devions commencer par l'honnêteté, pas par la séduction calculée qui avait tout commencé. Marc a souri un peu. A dit qu'il aimerait ça. Nous avons fini notre café, fait des plans pour nous revoir la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Il m'a serré dans ses bras avant de partir. C'était différent d'avant. Moins chargé, plus prudent, comme si nous avions tous les deux peur de briser quelque chose de fragile. Le mois suivant a passé lentement. Marc et moi nous rencontrions chaque jeudi pour un café. Nous parlions de tout. Son entreprise, mon travail, nos séances de thérapie, les façons dont nous essayions tous les deux de guérir de différentes blessures. Les conversations semblaient authentiques d'une manière qu'elles ne l'avaient pas été avant. Quand je n'étais pas en représentation, quand il n'était pas en train d'être séduit, nous étions juste deux personnes essayant de savoir si nous nous aimions vraiment bien. Je lui ai parlé de mon enfance, de mes parents, de ma sœur, des choses que je n'avais jamais partagées pendant nos rendez-vous parce que j'étais trop concentré à le faire tomber amoureux de moi. Marc a parlé de son divorce. En a vraiment parlé. Pas la version de surface qu'il avait mentionnée avant. Il a dit que le départ de son ex-femme avait détruit sa confiance, l'avait fait se sentir inutile, indigne d'amour. C'est pourquoi mon attention avait signifié autant. Pourquoi il était tombé si vite. Nous étions deux personnes vulnérables qui s'étaient trouvées au mauvais moment. Ou peut-être au bon moment mais de la mauvaise façon. Difficile à dire. J'attendais avec impatience les jeudis pour voir Marc sans aucun agenda sauf apprécier sa compagnie. Cela semblait plus léger, plus facile, comme si peut-être nous pouvions réellement construire quelque chose de vrai à partir des décombres. Une amie commune m'a appelé un mardi. Quelqu'un qui nous connaissait tous les deux, moi et Thomas, depuis des années. Elle a dit que Thomas lui avait demandé de me contacter. Il voulait me rencontrer, s'excuser correctement, s'expliquer. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je lui ai dit non. Elle a essayé de me convaincre. A dit que Thomas luttait vraiment, était vraiment désolé. Je l'ai coupé. J'ai dit que je n'avais pas besoin des excuses de Thomas pour avancer. Que le fait qu'il se sente mieux à propos de lui-même n'était pas ma responsabilité. Il devrait se concentrer sur le fait de devenir une meilleure personne pour son propre bien, pas pour le mien. Elle s'est tue, puis a dit qu'elle comprenait. J'ai raccroché en me sentant plus légère, comme si poser cette limite libérait quelque chose en moi.
Thomas ne pouvait pas contrôler ma guérison en me forçant à écouter ses excuses. C'était à moi de décider quand et si je voulais un jour avoir de ses nouvelles. Pour l'instant, la réponse était jamais. Lucas m'a envoyé un SMS quelques jours plus tard, a dit qu'il voulait me contacter depuis un moment. Voulait que je sache que Thomas était en thérapie, travaillant réellement sur lui-même, reconnaissant à quel point il avait été cruel pendant la liaison. Comment il s'était moqué de moi, m'avait trahi, utilisé. Lucas a dit que Thomas prenait enfin ses responsabilités. J'ai lu le message 2 fois, tapé en réponse que j'appréciais qu'il me le dise, mais que je n'avais aucun intérêt pour une réconciliation ou une amitié avec Thomas, jamais. Lucas a répondu immédiatement, a dit qu'il comprenait complètement, voulait juste que je sache que Thomas essayait de changer. J'ai posé mon téléphone. Une partie de moi était contente que Thomas reçoive de l'aide. L'autre partie s'en fichait. Sa guérison était séparée de la mienne. Je n'avais pas besoin de lui pardonner ou de reconnaître sa croissance pour avancer dans ma vie. Cette réalisation semblait puissante, comme si je reprenais le contrôle qu'il avait volé. Une autre lettre est arrivée de Chloé, plus courte cette fois, juste une page. Elle disait qu'elle déménageait dans une ville différente. Avait besoin de recommencer. Donner de l'espace à tout le monde pour guérir sans rappel constant. Elle a écrit qu'elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner, mais elle comprenait si cela n'arrivait jamais. Elle ne demandait rien, voulait juste que je sache qu'elle partait. La lettre semblait différente de la première. Moins centrée sur le fait de se sentir mieux elle-même, plus sur l'acceptation des conséquences. Je l'ai mise avec l'autre dans le tiroir de ma table de nuit. Peut-être qu'un jour je les jetterai toutes les deux. Ou peut-être que je les garderai pour toujours. Des rappels que les gens peuvent changer même quand les relations ne peuvent pas être sauvées. Jeudi est revenu. Marc et moi nous sommes rencontrés pour le café. Il semblait distrait. Continuait de remuer sa boisson sans la boire. J'ai demandé si tout allait bien. Marc a dit que Chloé déménageait à Lyon. Elle avait obtenu un travail là-bas. Avait besoin de distance de tout ce qui s'était passé. Il a dit que c'était partiellement sa suggestion. Il lui avait dit que l'espace aiderait tout le monde à guérir. Leur donnerait de la place pour reconstruire leur relation sans le poids constant de ce qu'elle avait fait. Marc avait l'air triste en disant cela, mais aussi soulagé, comme s'il avait besoin de la distance aussi. Besoin de ne pas la voir tous les jours et se souvenir qu'elle avait trahi quelqu'un à qui il tenait. J'ai demandé comment il se sentait à ce sujet. Marc a haussé les épaules, a dit qu'il était son père. Il l'aimerait toujours. Mais pour l'instant, il avait besoin d'espace autant qu'elle. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Peut-être qu'avec le temps et la distance, ils pourraient retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Mais la relation qu'ils avaient avant était partie. Ils devraient construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Même si c'était plus petit et plus prudent que ce qu'ils avaient perdu. Ma mère a appelé un mercredi après-midi. Elle voulait savoir si Marc et moi pouvions venir dîner ce week-end, juste nous 4. Elle a dit qu'elle voulait mieux le connaître sans tout le drame planant au-dessus de tout. J'ai vérifié avec Marc et il a accepté immédiatement. Il semblait presque impatient, comme s'il voulait que mes parents le voient comme plus que juste le gars qui s'était retrouvé pris dans mon plan de vengeance. Samedi soir, nous avons conduit jusqu'à la maison de mes parents. Marc a apporté des fleurs pour ma mère et une bouteille de vin pour mon père. Le geste m'a serré la poitrine parce qu'il montrait à quel point il tenait à faire bonne impression. Ma mère l'a serré dans ses bras à la porte comme s'il faisait déjà partie de la famille. Mon père lui a serré la main et l'a conduit au salon pour parler de projets de construction. J'ai aidé ma mère dans la cuisine pendant que Marc et mon père tissaient des liens sur les rénovations et les normes du bâtiment. Ma mère continuait de jeter des coups d'œil vers le salon avec ce sourire doux. Elle a chuchoté que Marc semblait être un homme vraiment bon, gentil, authentique, le genre qui me traiterait bien. Je lui ai dit qu'il le faisait, qu'il me faisait me sentir valorisé d'une manière que Thomas n'avait jamais faite. Elle a serré ma main et a dit qu'elle était heureuse que quelque chose de bon soit sorti de toute cette douleur. Le dîner s'est bien passé. Marc a raconté des histoires sur son entreprise de construction et les choses drôles qui arrivaient sur les chantiers. Mon père riait à tous les bons moments. Ma mère a interrogé Marc sur ses intérêts et ses loisirs. Il a parlé de concerts et de musées, toutes les choses que nous avions découvert que nous aimions tous les deux. Mes parents échangeaient ces regards complices à travers la table, comme s'ils pouvaient voir que c'était réel entre nous, pas juste une vengeance ou une manipulation, quelque chose qui avait grandi en sentiments et connexions réelles. Après le dessert,
mon père a emmené Marc dehors pour lui montrer la terrasse qu'il prévoyait de construire. Ma mère m'a attiré dans la cuisine pour aider à la vaisselle. Ma sœur est arrivée juste au moment où nous finissions la vaisselle. Elle avait envoyé un SMS plus tôt demandant si elle pouvait passer. Je savais qu'elle voulait vérifier comment se passait le dîner. Elle m'a fait un câlin rapide, puis a rejoint Marc et mon père dehors. À travers la fenêtre, je l'ai regardé parler à Marc. Elle était probablement en train de le cuisiner avec des questions, s'assurant que ses intentions étaient bonnes. Quand ils sont rentrés, ma sœur a attrapé mon bras et m'a tiré dans le couloir vers mon ancienne chambre. Elle a fermé la porte et s'est tournée vers moi avec cette expression sérieuse. Elle a dit qu'elle pouvait voir que Marc tenait vraiment à moi, que la façon dont il me regardait pendant le dîner était authentique, pleine de chaleur et d'affection. Elle a admis qu'elle s'était inquiétée au début que tout cela ne soit qu'une vengeance, que j'allais blesser Marc et moi-même dans le processus. Mais nous regarder ensemble avait changé son avis. Elle pensait que peut-être quelque chose de bon pouvait réellement sortir de tout ce gâchis. Peut-être que Marc et moi pourrions construire quelque chose de réel et durable. Je me suis assise sur mon vieux lit et j'ai senti les larmes piquer mes yeux. Je lui ai dit que j'étais pleine d'espoir, que je voulais que ça marche plus que tout, mais j'avais aussi peur. Peur d'être blessée à nouveau après tout ce qui s'était passé avec Thomas. Peur de blesser Marc pire que je ne l'avais déjà fait en l'utilisant au début. Ma sœur s'est assise à côté de moi et a mis son bras autour de mes épaules. Elle a dit, les relations qui commencent dans le désordre peuvent quand même devenir belles si les deux personnes sont prêtes à y travailler. Marc semblait prêt. Moi aussi. C'était ce qui comptait maintenant. 3 semaines plus tard, Marc m'a surprise avec des billets de concert. Le groupe que nous avions tous deux mentionné aimait lors d'un de nos premiers rendez-vous café, quand nous ne faisions que parler et apprendre à nous connaître. Je n'arrivais pas à croire qu'il s'en était souvenu. Nous avons conduit jusqu'à la salle un vendredi soir. L'endroit était bondé de monde. Marc me tenait la main alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule pour trouver nos sièges. Les lumières se sont tamisées et la musique a commencé. Être là semblait différent de tout ce que nous avions fait avant, comme un nouveau départ. Pas de faux semblants, pas de plans cachés, juste deux personnes profitant de quelque chose ensemble parce qu'elles le voulaient. Marc chantait les chansons qu'il connaissait. Je me suis appuyé contre son épaule et je me suis sentie sincèrement heureuse. Pas le bonheur forcé que j'avais ressenti avec Thomas vers la fin. Un vrai bonheur qui venait du fait d'être avec quelqu'un qui me traitait bien. Après le concert, nous sommes retournés au 4x4 de Marc lentement. Aucun de nous ne voulait que la nuit se termine. Marc s'est arrêté sous un lampadaire et a pris ma main dans les siennes. Il a dit qu'il était prêt à essayer de sortir ensemble pour de vrai cette fois. Avec une honnêteté totale entre nous. Plus de questions sur comment nous avions commencé ou pourquoi. Juste avancer ensemble. J'ai senti ma gorge se serrer d'émotion. Je lui ai dit que je voulais ça, aussi. Mais j'avais peur de tout gâcher. Je tenais tellement à lui, plus que je ne m'y attendais quand tout cela a commencé. La pensée de le perdre parce que j'avais fait des erreurs ou l'avais blessé à nouveau me faisait mal à la poitrine. Marc m'a tiré plus près et a dit que nous trouverions une solution ensemble. C'est ce que font les gens quand ils tiennent l'un à l'autre. Ils travaillent sur les choses difficiles au lieu de s'enfuir. La semaine suivante, nous nous sommes assis à la table de la cuisine de Marc avec du café et avons eu une conversation sérieuse sur notre relation. Nous avions besoin de règles de base si cela devait fonctionner. Honnêteté totale surtout. Ne pas cacher ses sentiments ou problèmes. Point régulier sur comment nous allions. Parler des problèmes au lieu de les laisser s'accumuler. Marc a dit que la confiance devait être reconstruite par des actions, pas juste des mots. Il avait besoin de voir de la cohérence de ma part. La preuve que j'étais engagé là-dedans pour de vrai. J'étais complètement d'accord. Je lui ai dit que je serais ouverte sur tout. Mes séances de thérapie, mes sentiments à propos de Thomas et Chloé, tous les doutes ou peurs que j'avais. Marc a promis la même chose. Il me dirait quand quelque chose le dérangerait au lieu de rester silencieux et de laisser la chose s'envenimer. Nous nous sommes serrés la main à travers la table comme si nous concluions une affaire commerciale. Puis nous avons tous les deux ri parce que cela semblait ridicule d'être si formel à propos d'une relation. Mais nous savions tous les deux que nous avions besoin de ses attentes claires et de ses limites. J'ai décidé qu'il était temps de présenter Marc à mes amis du travail correctement. Pas comme un secret que je cachais, mais comme mon petit ami actuel. J'ai invité Ariel et 2 autres collègues à prendre un verre dans un bar du centre-ville. Marc nous a rejoints là-bas après le travail.
Il portait une belle chemise et semblait un peu nerveux. Je l'ai présenté à tout le monde et expliqué comment nous nous étions rencontrés. La vraie version cette fois, sans rien cacher. Ariel lui a serré la main et l'a étudiée attentivement. Elle lui a posé des questions sur son entreprise et ses intérêts. Marc a répondu honnêtement et a fait rire tout le monde avec des histoires sur des incidents de construction. À la fin de la soirée, Ariel m'a prise à part près des toilettes. Elle a dit que Marc me traitait clairement bien. Elle pouvait le voir à la façon dont il me regardait et écoutait quand je parlais. Elle approuvait complètement. A dit que je méritais quelqu'un qui me rendait heureuse après tout ce que j'avais traversé. La validation de mes amis m'a fait me sentir plus légère, comme si je construisais enfin une vie dont je pouvais être fier au lieu d'en cacher des parties. Marc m'a invité à un événement professionnel à son entreprise de construction, un barbecue pour tous ses employés et leurs familles. Il m'a présenté comme sa compagne à tout le monde que nous rencontrions. La fierté dans sa voix me faisait me sentir spécial, comme s'il était sincèrement heureux de m'avoir là. Plusieurs de ses employés ont mentionné qu'ils ne l'avaient jamais vu aussi heureux depuis son divorce. Un homme plus âgé a dit que Marc avait été assez fermé pendant des années, concentré uniquement sur le travail, ne parlant jamais de sa vie personnelle. Mais dernièrement, il avait été différent, souriant plus, prenant du temps libre, appréciant réellement la vie à nouveau. Les commentaires m'ont fait réaliser que nous construisions quelque chose de réel, quelque chose que d'autres personnes pouvaient voir et reconnaître comme authentique. 4 mois après Noël, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. La voix de la mère de Thomas est passée à travers la ligne. Elle s'est excusée immédiatement d'appeler. A dit qu'elle voulait me contacter depuis des mois. Elle voulait que je sache à quel point elle était désolée pour le comportement de son fils. La façon dont il m'avait traité était inacceptable. Elle et le père de Thomas lui avaient coupé les vivres jusqu'à ce qu'il prouve qu'il changeait réellement. Il l'avait obligé à déménager et à prendre son propre logement, trouver un nouveau travail, commencer une thérapie. Elle a dit qu'ils espéraient que je pourrais trouver le bonheur après tout. Je l'ai remercié d'avoir appelé. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me contacte, mais que j'étais passé à autre chose complètement. Trouver quelqu'un qui me traitait comme je le méritais. Elle a semblé soulagée d'entendre ça. A dit qu'elle était heureuse que j'aille bien. Après avoir raccroché, je n'ai rien ressenti pour Thomas. Pas de colère, pas de blessure, juste une indifférence totale. Il faisait partie de mon passé. Marc était mon présent et j'espérais mon futur. Un email de Chloé est apparu dans ma boîte de réception un matin. L'objet disait « Désolé ». Je l'ai fixé pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir. Le message était bref. Elle disait qu'elle était en thérapie pour travailler sur elle-même, examinant vraiment pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Elle a écrit qu'elle était sincèrement heureuse que j'ai trouvé quelqu'un qui me traitait bien. Jérôme avait partagé une photo de Marc et moi ensemble à un événement familial. Nous voir heureux lui avait fait réaliser qu'elle avait fait la paix avec tout. Elle ne demandait pas le pardon ou l'amitié. Voulait juste que je sache qu'elle essayait de devenir une meilleure personne. J'ai fermé l'email sans répondre. Peut-être qu'un jour je me sentirai prête à reconnaître ses tentatives de rédemption, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais concentré sur le fait d'avancer avec Marc. Marc et moi avons une autre première vraie dispute un mardi soir au hasard. Nous étions chez lui en train de préparer le dîner ensemble. Je lui ai posé une question sur quelque chose qui me dérangeait. Comment il évitait parfois les conversations difficiles. Changer de sujet quand les choses devenaient inconfortables. Marc est devenu défensif immédiatement. A dit que j'étais trop insistante, trop exigeante. J'ai répliqué, disant que la communication était l'une de nos règles de base. Nous ne pouvions pas éviter les sujets difficiles juste parce qu'ils étaient inconfortables. La dispute a escaladé, voix élevées, tous les deux frustrés. Puis Marc s'est arrêté au milieu d'une phrase, a pris une profonde inspiration, a dit que nous faisions exactement ce que nous avions promis de ne pas faire, nous fermer au lieu de parler. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons réellement discuté du problème. Marc a admis qu'il avait l'habitude d'éviter les conflits depuis son mariage. Son ex-femme avait été explosive pendant les disputes, alors il avait appris à juste rester silencieux. J'ai expliqué que j'avais besoin qu'il me dise quand quelque chose le dérangeait, même si c'était dur. Nous avons résolu le problème en communiquant réellement. Pas de cris, pas de départ, juste une conversation honnête jusqu'à ce que nous nous comprenions. Après avoir tout résolu, je me sentais presque fier.
Nous nous étions disputés et l'avions réparé de manière saine. Cela ressemblait à la preuve que nous construisions quelque chose qui pouvait durer. Le cabinet de ma thérapeute avait ses chaises en cuir qui faisaient des bruits de grincement chaque fois que je changeais de position. J'étais assise là à triturer mes cuticules tout en essayant d'expliquer la culpabilité qui m'empêchait de dormir la nuit. Elle m'a demandé de décrire ce qui me faisait spécifiquement me sentir coupable à propos de Marc. Je lui ai dit que c'était l'expression de son visage quand il a réalisé que je l'avais utilisé. La blessure dans ses yeux quand il a retiré sa main de la mienne à Noël. Le fait que j'avais orchestré notre première rencontre et manipulé chaque interaction jusqu'à ce que cela devienne réel. Elle a écrit quelque chose dans son carnet et a demandé si je regrettais de sortir avec lui tout court. J'ai dit non parce que quelque part entre les fausses réparations et les vrais dîners, j'étais tombée complètement amoureuse de lui. Elle a souligné que Marc était toujours avec moi malgré le fait qu'il connaisse la vérité. Qu'il avait choisi de rester et de travailler là-dessus. Que peut-être j'avais besoin de me pardonner de la même manière qu'il apprenait à me pardonner. J'ai programmé un autre rendez-vous et j'ai conduit chez Marc après. Il était dans son garage en train d'organiser des outils quand je suis arrivé. Je suis resté dans l'embrasure de la porte à le regarder un moment avant de parler. Je lui ai dit que je venais juste de sortir de chez la thérapeute et que nous avions parlé de la culpabilité que je portais. Marc a posé la clé qu'il tenait et s'est tourné pour me faire face. Je lui ai demandé directement s'il avait encore mal quand il pensait à la façon dont nous avions commencé. Il est resté silencieux un long moment avant d'admettre que oui, parfois ça piquait encore, sachant que je l'avais approché avec un plan au lieu d'un intérêt sincère. Mais ensuite il a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine. Il m'a dit qu'il avait décidé de se concentrer sur qui nous étions maintenant au lieu de s'attarder sur la façon dont nous avions commencé. Que chaque relation commence quelque part et que la nôtre avait juste une histoire d'origine plus désordonnée que la plupart. Il a dit que ce qui comptait, c'était que nous nous choisissions tous les deux maintenant avec une honnêteté totale et les yeux ouverts. Je me suis rapproché de lui et j'ai pris ses mains tachées d'huile dans les miennes. Je lui ai dit que je le choisissais, aussi, et que je passerais autant de temps qu'il faudrait pour prouver que mes sentiments étaient réels. Marc m'a invité à dîner chez lui la semaine suivante. Il a fait cuire des steaks sur son grill pendant que je faisais une salade dans sa cuisine. Nous bougions autour de l'un l'autre facilement, comme si nous avions fait cela 100 fois avant. La soirée semblait calme et domestique d'une manière qui m'a fait réaliser à quel point tout avait changé depuis Noël. Nous avons mangé à sa table de salle à manger avec des bougies allumées entre nous. Marc a versé du vin et nous avons parlé du travail et de mes parents et de son dernier projet de construction. Des choses de couple normales qui semblaient significatives parce qu'elles étaient si ordinaires. Après le dîner, nous sommes passés à son canapé et Marc a allumé la télé, mais aucun de nous ne la regardait vraiment. Il m'a tiré contre son côté et je m'y suis parfaitement ajusté. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment avant que Marc ne bouge pour me regarder directement. Son expression était sérieuse et mon cœur a commencé à battre plus vite. Il m'a dit qu'il avait besoin de dire quelque chose et qu'il voulait que je l'entende vraiment. J'ai hoché la tête et attendu. Marc a dit qu'il m'aimait, qu'il avait lutté contre ça pendant des semaines après Noël parce qu'il ne voulait pas aimer quelqu'un qu'il avait utilisé, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il aimait la façon dont je riais à ses blagues terribles. La façon dont j'écoutais quand il parlait de ses problèmes d'entreprise, la façon dont je lui faisais sentir qu'il comptait. Il m'aimait malgré le début désordonné. Et il avait besoin que je le sache. J'ai senti les larmes monter dans mes yeux alors que je lui disais que je l'aimais, aussi. Que j'avais eu peur de le dire au début parce que je ne pensais pas le mériter après ce que j'avais fait. Mais je l'aimais complètement et sincèrement. Marc m'a embrassé, et cela semblait différent de tous nos autres baisers. Cela ressemblait à une promesse. Nous sommes restés éveillés tard à parler de tout. J'ai admis que notre début était mauvais et désordonné, et je souhaitais pouvoir revenir en arrière et le rencontrer différemment. Marc a dit qu'il comprenait, mais nous ne pouvions pas changer le passé. Tout ce que nous pouvions faire était de construire quelque chose de réel et honnête pour l'avenir. Il a dit que ce que nous avions maintenant valait la peine de se battre, peu importe comment cela avait commencé. Je me suis endormi sur son canapé cette nuit-là avec son bras autour de moi, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois. 6 mois après Noël, mon appartement avait l'air complètement différent. J'avais redécoré et m'étais débarrassé de tout ce qui me rappelait Thomas. Nouveau canapé, nouvelle literie, nouvelle table de cuisine où Marc et moi prenions le petit déjeuner ensemble le week-end. Ma vie s'était transformée de manière que je n'avais jamais espéré quand je m'étais tenu dans ce couloir à écouter mon petit ami se moquer de moi.
J'avais une relation construite sur l'honnêteté et le respect mutuel. Marc valorisait mes opinions et me faisait me sentir apprécié chaque jour. Nous avions établi des limites et des schémas de communication qui me faisaient me sentir en sécurité. J'avais appris à parler quand quelque chose me dérangeait au lieu de rester silencieuse et pleine de ressentiment. Ma thérapeute a dit que j'avais fait un vrai travail sur moi-même et cela se voyait. J'avais fixé de meilleures limites avec tout le monde dans ma vie, pas seulement Marc. J'avais arrêté d'accepter un comportement qui me faisait me sentir petite ou sans importance. Ma sœur a dit que je semblais plus légère d'une certaine façon, comme si j'avais posé un poids que je portais. Marc et moi planifions un voyage en Normandie pour mon anniversaire. Il avait réservé une chambre d'hôte et fait des réservations dans des restaurants qu'il savait que j'aimerais. Nous passions les soirées à regarder des photos de la région et à planifier ce que nous voulions faire. L'excitation que je ressentais pour notre avenir était authentique et simple. J'avais appris que la vengeance ne guérissait pas la trahison. Confronter Thomas et Chloé à Noël avait semblé satisfaisant sur le moment, mais cela n'avait pas effacé la blessure qu'ils avaient causée. Ce qui avait réellement aidé était de construire une vie dont j'étais fier avec quelqu'un qui me traitait bien. Marc me faisait du café tous les matins et m'embrassait sur le front avant de partir travailler. Il m'envoyait des SMS tout au long de la journée juste pour prendre des nouvelles. Il écoutait quand je parlais de mes problèmes et offrait de vraies solutions au lieu de rejeter mes inquiétudes. Le contraste entre lui et Thomas était frappant et me rendait reconnaissante chaque jour d'avoir découvert la liaison. Mes parents recevaient Marc à dîner régulièrement maintenant. Et mon père aimait vraiment parler avec lui de construction et d'affaires. Ma mère disait qu'elle pouvait voir à quel point j'étais heureuse et que c'était tout ce qu'elle voulait pour moi. J'avais arrêté de vérifier les réseaux sociaux de Thomas il y a des mois parce que je me fichais sincèrement de ce qu'il faisait. Cette indifférence ressemblait à la vraie victoire. Je me suis arrêté au café près de mon bureau un mardi matin au hasard. La file était longue et je faisais défiler mon téléphone quand quelqu'un a dit mon nom. Jérôme se tenait derrière moi tenant une mallette et souriant chaleureusement. Je ne l'avais pas vu depuis avant Noël et je me suis senti mal à l'aise une seconde. Il a demandé comment j'allais et semblait sincèrement intéressé par la réponse. Nous avons commandé nos cafés et Jérôme a suggéré que nous nous asseyions une minute si j'avais le temps. J'ai envoyé un SMS au travail pour dire que j'aurais quelques minutes de retard et je l'ai rejoint à une petite table. Jérôme a commencé par dire qu'il avait entendu tout ce qui s'était passé. Il voulait que je sache que Chloé allait mieux maintenant. Elle était en thérapie depuis des mois et travaillait vraiment sur elle-même. Il a dit qu'elle avait déménagé dans une ville différente pour donner de l'espace à tout le monde et construisait une nouvelle vie là-bas. Jérôme a mentionné qu'elle lui avait envoyé une photo récemment et qu'elle avait l'air plus saine et plus en paix. Puis il a évoqué Marc. Il a dit qu'il avait vu Marc à une réunion de famille il y a quelques semaines et qu'il semblait plus heureux que Jérôme ne l'avait vu depuis des années. Vraiment sincèrement heureux d'une manière qu'il n'avait pas été depuis avant son divorce. Jérôme a dit que quoi que Marc et moi ayons ensemble, c'était clairement bon pour lui. J'ai ressenti du soulagement en entendant que d'autres personnes pouvaient voir à quel point notre relation était réelle. Jérôme a fini son café et s'est levé pour partir. Il m'a dit qu'il était content que les choses se soient arrangées et que parfois la vie prend des tournures inattendues qui finissent par être exactement ce dont nous avions besoin. Après son départ, je suis restée assise là à penser à tout ce qui s'était passé. Le chemin vers Marc avait été compliqué et désordonné et moralement discutable. Je l'avais utilisé pour me venger et je l'avais blessé dans le processus. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avions construit quelque chose d'authentique à partir de ce début désordonné. J'avais quelqu'un qui m'aimait vraiment et me traitait avec respect. Marc avait quelqu'un qui le faisait se sentir valorisé et apprécié. Chloé travaillait à devenir une meilleure personne. Même Thomas était supposément en thérapie pour essayer de changer. J'ai fini mon café et j'ai marché vers le travail, pensant à comment parfois la meilleure vengeance est vraiment juste de bien vivre, trouver un bonheur authentique avec quelqu'un qui voit votre valeur, construire une vie dont vous êtes fier au lieu de rester coincé dans l'amertume. J'avais tout cela maintenant avec Marc et cela semblait meilleur que n'importe quel complot de vengeance.